La première question, Monsieur le Préfet, concerne le dossier de l'eau. Un an après votre arrivée et votre légitime indignation, qu'est-ce qui a changé? Je suis toujours autant indigné, parce que le sujet est grave, qu'il n'est pas acceptable, et parce qu'on le sait, la résolution de ce sujet, de ce problème, sera longue. Et donc on ne peut pas se satisfaire et faire croire aux gens qu'on a réglé le problème. Ceci dit, on a quand même avancé. Le on est un on collectif, parce que bien sûr ce sujet de l'eau ne sera réglé que si tout le monde se mobilise. Je l'avais dit lorsque je suis arrivé, j'ai continué à le dire pendant ces derniers mois. J'avais le sentiment que l'État était un petit peu tout seul à travailler sur cette question l'eau et à se débattre pour essayer de trouver des solutions. Les collectivités, je trouvais que les collectivités se mobilisaient peu, je pense en particulier aux communes, alors que l'eau c'est un service essentiel pour la population. Et quand on est maire, on ne peut pas ignorer sa population qui lui dit « j'ai pas d'eau ». D'autant que c'est une compétence communale. Certes, elle a été déléguée aux EPCI, qui l'ont déléguée à un syndicat, etc. Mais on doit se sentir responsable. Alors, qu'est-ce qui a avancé quand même depuis un an? D'abord, le syndicat a pris des bonnes résolutions en fin 2025, puisqu'il a délibéré pour créer une régie autonome. C'était demandé par la loi, et c'est indispensable pour que le système se professionnalise. Cette régie est en place depuis le 1er janvier 2026. Il y a une préfiguratrice, qui est une préfète, qui prépare le sujet. Il y a un directeur général qui vient d'être recruté, qui va prendre ses fonctions début septembre. Et donc on peut penser qu'au 1er janvier 2027, la régie sera effectivement en place. Et ça, c'est une très bonne chose. Le deuxième élément qui me rend un peu plus optimiste, c'est le congrès de l'eau qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est les différentes réunions CTAP et délibérations des assemblées ces derniers jours, qui ont montré une mobilisation collective de l'ensemble des acteurs publics, qui a pris des résolutions pour le congrès de l'eau, le congrès des élus, qui vont dans le bon sens. Il faut accompagner le syndicat, il faut régler le problème des fuites et il faut investir massivement pour renouveler le réseau d'eau et surtout le réseau d'assainissement. N'oublions pas, quand on parle d'eau, on parle bien sûr d'eau potable, au robinet, mais on parle aussi de traitement de nos eaux grises qui aujourd'hui partent, on ne sait pas où, c'est-à-dire dans le sol ou dans la mer, ce qui n'est absolument pas acceptable. Chacun tire la couverture à soi. Qui paie la rénovation, la réparation des tuyaux? Aujourd'hui, nous sommes sur une réparation qui est financée par l'État, l'Europe, la région et le département, avec 3 grands maîtres d'ouvrage. Le syndicat, bien sûr en premier, mais qui n'a pas de capacité à cofinancer, il faut le financer à 100%, et bien sûr l'État, la région et le département qui interviennent en maîtrise d'ouvrage déléguée. Demain, j'espère que nous arriverons à avoir comme maîtrise d'ouvrage déléguée les EPCI pour compléter et pour nous permettre d'augmenter le montant des investissements que nous réalisons. Nous faisons aujourd'hui à peu près 30 à 40 millions d'euros d'investissement par an pour renouveler le réseau. Si on veut aller vite, c'est-à-dire faire ça en 10-20 ans, attention, je dis bien 10-20 ans, quasiment une génération, il faudrait que nous puissions monter à 100 millions d'euros par an. Parce qu'il y a besoin de tout refaire. Et donc ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent, et il faudra beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si on peut développer le nombre de maîtres d'ouvrage, on ira plus vite, et c'est ce qu'il faut faire. 130 millions de déficit, le SMGESG pourrait être mis en liquidation? Alors il n'a pas 130 millions de déficit, il a 160 millions d'euros de dette, et il a probablement cette année, 2026, un déficit que nous avions estimé en début d'année à 30 millions, et on risque de terminer l'année, on n'est pour l'instant qu'à la moitié, mais on risque de terminer l'année vers un déficit de 60 à 70 millions. Donc effectivement, il y a un vrai problème de financement à la fois de cette dette, parce qu'il y a des entreprises qui attendent d'être payées, il y a des institutions qui attendent d'être payées, la CGSS sur les dettes sociales, il y a l'Office de l'eau qui attend d'être payé, etc. Donc il y a une vraie question autour de ça. Et puis comment on appréhende le déficit cette année? J'avais annoncé lors du congrès de l'eau que l'État, dans le cadre du plan Quorum, qui est un plan d'accompagnement en 2026, avait programmé 14 millions d'euros, sous condition que les collectivités accompagnent ce mouvement, parce que jusqu'à maintenant, les 4 dernières années précédentes, l'État est venu tout seul pour cofinancer ce déficit, et tout seul, il n'arrivait pas à financer tout le déficit, il a simplement épongé une partie du déficit, et cette année, j'ai demandé à ce que les collectivités
accompagne l'État. C'est la délibération qui a été prise par le Congrès des élus, c'est ce qui a été validé par le Conseil régional il y a quelques jours, puisqu'il a acté sa participation à hauteur de 4 millions. Mais ce plan de financement que nous avions validé lors du Congrès des élus, c'est pour combler 30 millions. Et donc il y a bien effectivement une difficulté qui va se poser. Il va falloir que nous nous retrouvions les manches tous pour trouver des idées, de l'argent, pour arriver à remettre le syndicat à flot. Sinon le risque, vous l'avez dit, c'est que le syndicat s'écroule, soit mis en faillite, et après qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de service public de l'eau? Comment on fait? Il y a plein de pays qui malheureusement ont vécu ça, pour lesquels les services de l'eau se sont écroulés, et dans lesquels il n'y a plus d'eau potable. Les gens se débrouillent pour acheter des bouteilles. On ne va pas aller dans cette situation ici en Guadeloupe. On a donc besoin de travailler ensemble, l'État, que je représente localement, mais aussi avec l'État central, et surtout avec les collectivités guadeloupéennes, pour trouver les solutions techniques et surtout financières pour permettre de passer ce mauvais cap. Justement, dans ce contexte, est-ce que le gouvernement pourrait mettre en place la fameuse opération d'intérêt national? Alors ça, c'est ce que le Congrès des élus a proposé pour massifier l'investissement. Cette OIN, alors cette proposition n'est pas la bonne parce que c'est un outil qui est réservé pour des problèmes d'urbanisme. Enfin, ce n'est pas tellement la question. Est-ce qu'il faut massifier les investissements? Oui. Est-ce que c'est l'État qui doit payer la majorité? Non. Est-ce que l'État doit accompagner le mouvement? Bien sûr que oui. Et donc il faut que nous puissions continuer à travailler ce sujet pour trouver les bonnes solutions. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut, à mon sens, augmenter le nombre de maîtres d'ouvrage. L'OIN dont vous parlez, le principe, c'est que ce soit l'État maître d'ouvrage. Sur un sujet qui est d'une compétence des collectivités locales, je ne vois pas pourquoi l'État serait maître d'ouvrage. Mais ce n'est pas à moi de décider, c'est au gouvernement, hein, encore une fois. Mais moi, je pense qu'il faut effectivement massifier les investissements. Il faut effectivement que l'État soit présent. Mais il faut aussi que les collectivités et l'Europe soient présents. Et on a probablement de la marge de manœuvre sur les fonds européens. Autre dossier quotidien qui fait débat, les sargasses. Les élus disent que l'État ne fait pas sa part. Que répondez-vous? Ben, je réponds simplement qu'il n'y a que l'État qui fait sa part. Il n'y a que l'État qui finance les sargasses. Aujourd'hui, si je prends 2025, nous avons mis 5 millions d'euros pour traiter le problème des sargasses, que nous ne traitons pas en direct, hein, je le précise. Ce sont les collectivités locales, les mairies, qui se chargent de ramasser les sargasses avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, parce que c'est très compliqué, mais elles sont financées entre 80 et 100% par l'État. Donc quand on dit que l'État ne fait pas sa part, non, c'est faux. L'État fait sa part, enfin il fait sa part. L'État fait, se pose la question d'arriver à pérenniser le dispositif. Pourquoi l'État serait tout seul? Là aussi, pareil, l'État doit être présent, bien sûr, sur les sargasses. C'est un sujet qui empoisonne la Guadeloupe. L'État est là pour accompagner le développement de la Guadeloupe, donc il doit s'intéresser aux sargasses. Mais est-ce qu'il doit le faire tout seul? C'est une bonne question. Et les réflexions que nous menons en ce moment pour pérenniser le financement de la lutte contre les sargasses, c'est justement de trouver des mécanismes qui associent d'autres ressources financières, pas forcément les venant des collectivités, hein, mais ça peut être par exemple un pourcentage de l'octroi de mer, ça peut être une taxe sur une partie de la taxe de séjour pour la partie touristique, enfin différentes idées qui permettraient d'avoir un financement pérennisé et donc de faciliter la lutte contre les sargasses, parce que malheureusement, et là il faut être honnête aussi avec les Guadeloupéens, les sargasses c'est lié au dérèglement climatique. On n'est pas parti pour l'instant pour stopper ce dérèglement climatique et donc il est fort probable qu'on aura toujours des sargasses dans les années qui viennent. Déverser en haute mer les sargasses échouées sur les plages, c'est une proposition de certains élus. Serait-ce une possibilité à laquelle l'État souscrirait? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les sargasses, on les ramasse surtout à terre, quand elles sont sur les plages. Et puis après, on est embêté, on ne sait pas trop quoi en faire. On en fait des tas en arrière-plage, en attendant qu'elles sèchent, pour qu'après, elles pourrissent ou on en fasse une autre utilisation. Il y a deux idées sur qu'on est en train de travailler. La première idée, c'est comment on pourrait recycler ces sargasses qu'on a récoltées qui sont à terre. À quoi ça pourrait bien servir? À mettre dans des chaudières pour produire de l'énergie, à mettre sur les champs pour faire des amendements agricoles, à transformer en produits cosmétiques, en briques de construction, je ne sais pas quoi. Donc là, il y a plein d'initiatives et de recherches qui sont faites sur ce secteur-là, sachant que les sargasses, c'est plein de sel, plein d'arsenic, plein de métaux lourds, et qu'avant de pouvoir les réutiliser à autre chose, il faut traiter ces questions-là. Mais c'est traitable, mais après, c'est qu'une question de coût. La deuxième façon de voir le sujet, c'est d'essayer de se dire, ça serait mieux qu'elles n'arrivent pas sur la Terre.
sur les côtes, et donc de les récolter en mer. C'est ce qu'essaye de tester la Martinique, à petite échelle, je précise à petite échelle. Nous, on est à une échelle beaucoup plus importante. Le ramassage à terre se fait à coups de milliers de tonnes. Le ramassage en mer que fait la Martinique, vu la technologie disponible, c'est des toutes petites quantités. Mais l'idée est intéressante. On les ramasse en mer, on les fait sécher quelque part, et on les remet en mer, puisqu'elles viennent de la mer. On peut dire que ce n'est pas pour qu'elles repartent en mer et qu'elles coulent, parce qu'il ne s'agit pas de les renvoyer chez les voisins. Il faut qu'elles sèchent, qu'elles meurent, qu'elles sèchent, pour que les petits flotteurs explosent, et que quand on les remet en mer, ces algues coulent au fond. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense que c'est une idée qu'il faut travailler. Alors après, si on met des centaines de milliers de tonnes de sargasses au même endroit, peut-être ça va polluer le fond de la mer. Donc il y a besoin aussi de faire ça intelligemment. Mais en tout cas, remettre à la mer ce qui vient de la mer, c'est une idée qu'il faut creuser. Avec l'échouement des sargasses, certaines plages disparaissent avec la collecte par tractopelle, notamment à Saint-François. Le maire se plaignait que certaines de ces plages sont en train de disparaître. Le sable est emporté en même temps que les sargasses. Est-ce qu'on peut envisager de réensabler et qui déciderait? Alors, le recul du trait de côte, ce n'est pas lié aux sargasses. Enfin, les sargasses sont un facteur aggravant. Mais le recul du trait de côte, c'est avant tout une des conséquences du dérèglement climatique et de la montée des eaux. Donc il n'y a pas de solution face à ça, malheureusement. Malheureusement, le recul du trait de côte, nous le voyons dans tous les territoires de la planète, et nous ne savons pas lutter contre ça. D'ailleurs, on ne sait même pas se protéger. On met des cailloux, mais les cailloux, la mer fait le tour, ça ne va pas. C'est vrai que la récolte des sargasses par des tractopelles sur les plages, ça a accentué le phénomène. Et donc aujourd'hui, on ne préconise pas ça, ou en tout cas, on préconise le ramassage avec des engins adaptés qui arrivent à prendre les sargasses et pas le sable. Quand vous partez avec une benne, vous prenez tout à la fois. Si vous partez avec une griffe, vous pouvez espérer récolter que les sargasses. C'est un vrai sujet. Réensemencer, réengraisser, on dit, avec du sable, j'y crois pas une seconde, ça partira aussi sec. La nature, on ne lui dicte pas ce qu'elle doit faire. Malheureusement, c'est une des conséquences du dérèglement climatique. Il faut plutôt qu'on travaille sur l'arrêt du dérèglement climatique plutôt que de se dire qu'on va réussir à engraisser les plages, j'y crois pas une seconde. On peut faire des opérations ponctuelles, mais de manière globale, non. Et dans une commune comme Saint-François, c'est particulièrement problématique. C'est une commune touristique, les gens viennent pour les belles plages, et visiblement, l'une des plus belles, la plage du Lagon, n'existe plus aujourd'hui. Et la saison touristique démarre dans quelques mois. Mais bien sûr, mais vous allez aux Saintes, une des plus belles baies du monde, qui est la baie des Saintes. Il y a 30 ans, on pouvait se baigner, il y avait une plage qui bordait cette baie. Aujourd'hui, il n'y a plus de plage. Ce n'est pas lié aux sargasses, c'est lié à l'érosion du trait de côte et à la montée des eaux. Qu'est-ce que vous voulez? Effectivement, c'est un enjeu très fort pour la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe a une économie qui repose en partie sur le développement touristique, et s'il n'y a plus de plage, les gens auront du mal à venir en Guadeloupe. Ils iront peut-être voir ailleurs. Mais attention, il n'y a pas que ça comme problème pour pérenniser le développement touristique. Quand on n'a pas d'eau, c'est un problème. Quand on n'a pas d'assainissement, c'est un problème. Quand on pollue les plages, c'est un problème. Il y a le problème des sargasses et de l'érosion, mais il n'y a pas que ça. La violence aussi est un problème. Par contre, l'État fait sa part. Là, on en est témoin pendant la saison touristique, notamment. Il y a un dispositif qui est renforcé justement pendant la saison de croisière. Mais sinon, au quotidien, on en est quand même déjà à 20 homicides par arme à feu depuis le début de l'année. J'ai envie d'être provocatrice. Que font les forces de l'ordre? Que font les forces de l'ordre? Elles sont au quotidien mobilisées, jour et nuit. Et d'ailleurs, ma demande que je répète à l'envi, c'est que j'attends d'elles, ces forces de l'ordre, qu'elles soient agiles. C'est-à-dire qu'en permanence, elles se remettent en question sur leur mode d'action pour adapter leur mode d'action à la délinquance. Mais comme je l'ai dit aussi, la gestion de la délinquance, c'est une question de moyens humains, les forces de l'ordre, de l'État, qui doivent être complétées par les forces de l'ordre, les polices municipales, les forces de l'ordre des collectivités, et puis qui doivent être complétées par de la technologie. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de technologie. Ça accompagne le travail des hommes et des femmes des forces de sécurité intérieure, et ça le rend plus efficace. C'est l'exemple de la vidéoprotection, c'est l'exemple de radars intelligents, c'est l'exemple de la surveillance de nos côtes, du drone qui va bientôt, dans quelques semaines, voler au-dessus de la Guadeloupe. Tous ces éléments de technologie viennent compléter, viennent aider le travail des forces de l'ordre, un travail de prévention et un travail de résolution des problèmes. Mais vous avez raison de le dire, la situation n'est pas bonne. Une vingtaine d'homicides par arme à feu,
une circulation des armes totalement débridée, et on peut le dire, mais plus globalement, une violence à tous les étages de la société guadeloupéenne. Ne retenons pas que les 20 homicides, c'est juste la cerise ou la partie émergée de l'iceberg. Le vrai problème, c'est ce qu'il y a sous la mer, c'est-à-dire une société guadeloupéenne qui est profondément violente. Les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, les violences faites aux animaux, les violences dans la délinquance routière. Partout, il y a de la violence. Et donc la vraie question, c'est comment on arrive à apaiser la société guadeloupéenne, comment on lui permet de retrouver une sérénité pour que la violence s'estompe. Il y aura toujours des délinquants, mais il y a des délinquants dont c'est le métier, si je puis dire, et puis il y a une violence diffuse dans la société qui n'est pas saine et qui perturbe le bon développement de la société. On a donné le chiffre de 50 000 armes sur le territoire, toutes armes confondues, y compris le fusil de chasse. Une centaine saisies chaque année, est-ce que c'est satisfaisant? Alors on en saisit plus qu'une centaine. À l'heure où on se parle, on en a saisi 200 déjà. Mais ce n'est pas à l'échelle des 40 000 armes qui circuleraient sur le territoire. Mais effectivement, c'est une pression de tous les instants demandée aux forces, avec l'appui de la technologie, pour arriver à ce que les armes circulent moins, pour arriver à ce que les gens retrouvent des comportements pacifiés, et puis bien sûr, pour que les délinquants de haut du spectre soient traqués et arrêtés. Sur cette partie-là, il faut aussi se mettre en perspective une caractéristique de la Guadeloupe qui, pour le coup, n'est pas liée à la société guadeloupéenne, c'est la pression du narcotrafic. Nous sommes sur la route, quelque part, entre les pays d'Amérique du Sud et l'Europe, et les narcotrafiquants cherchent à passer, alors pas que par les Antilles, mais cherchent à passer par les Antilles pour pénétrer l'Europe. Et comment pénétrer l'Europe ici? Eh bien, en utilisant le port, l'aéroport et les plateformes courriers, mais pour ça, il faut que la drogue rentre ici. Elle rentre par notre linéaire côtier qui est très important. Nous sommes un archipel, il y a plein d'îles, et donc c'est des voies de passage très développées. Et puis, forcément, ces narcotrafiquants trouvent des complicités locales pour qu'ils puissent rentrer et ressortir. Et ils trouvent ces complicités locales parce que, justement, on fait le lien avec tout à l'heure, la société guadeloupéenne est en souffrance. Et donc, il y a des délinquants qui sont l'expression d'une jeunesse parfois qui est en déshérence, qui sont l'expression de quartiers qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, il y a une interaction malheureusement extrêmement vicieuse entre cette fragilité sociétale et cette délinquance de la société et une pression des grands narcotrafiquants qui ont des moyens financiers considérables et qui sont capables de vous déstabiliser un territoire. Et le travail des forces que j'essaye d'animer sur le sujet, c'est de travailler sur tous ces sujets-là pour étouffer à la fois la délinquance liée au territoire et éviter que les narcotrafiquants s'implantent durablement, efficacement sur le territoire. L'opération déposer nos armes n'a pas donné de bons résultats. Non, est-ce que vous allez la reconduire? J'y crois pas une seconde. Parce que déposer les armes, dans l'Hexagone, moi j'en ai fait plusieurs, ça marche pour des gens qui ont dans leur maison des armes parce qu'elles sont héritées du grand-père ou je sais pas quoi, ils ne savent pas quoi en faire, ils sont très heureux de les remettre. Là, on a un problème de délinquance qui, pour des motifs complètement futiles, utilisent des armes de poing pour arriver à leur fin, pour voler une chaîne en or, pour piquer une voiture. Enfin, c'est des motifs complètement futiles. Et ces gens qui font ça n'ont pas du tout envie de donner leurs armes. Ce qu'il faut, c'est que nous arrivions à mettre la pression pour aller les chercher, ces armes. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais moi je remercie les forces qui, je vous le disais, ont déjà retiré 200 armes de la circulation depuis le début de l'année et qui continuent à mettre la pression sur les gens. Et le message que nous devons porter tous collectivement, c'est qu'il n'est pas question qu'il y ait des armes qui circulent dans le territoire. Il faut absolument arriver à réduire cette pression parce qu'elle alimente la délinquance du haut du spectre, c'est la délinquance hyper violente. Vous parliez d'homicide tout à l'heure. Effectivement, ce qu'on a est insupportable aujourd'hui, beaucoup trop. Donc justement, est-ce que les moyens, vous disiez que la technologie, forcément, maintenant, il va falloir y avoir recours parce que les moyens humains ne peuvent plus suffire en fait face à cette délinquance qui sévit. Le Grand Port, on a vu qu'un plan a été mis en place pour pouvoir sécuriser le plus possible ce qui est une porte d'entrée, mais le reste du territoire, justement, le littoral et notamment les îles de l'archipel. Vous avez cité, c'est en fait la complémentarité, ce n'est pas la substitution, c'est la complémentarité entre les moyens humains et la technologie. Dans le cadre du Grand Port, c'est intéressant parce qu'il y avait la technologie, c'est une caméra, de la biométrie, etc.,
et je fais rentrer des moyens humains, parce que ça se complète. À l'inverse, sur le reste du territoire, et l'exemple des équipements en vidéoprotection de l'ensemble des communes, on a des moyens humains, mais il faut la compléter avec de la technologie qu'on n'avait pas. Et ça permettra d'être plus efficace. Sur le territoire, ça veut dire sur le littoral aussi, et ça vient compléter un travail que nous menons et que nous allons accentuer en mer pour avoir une pression sur le littoral côté terre, ça c'est les forces, la technologie, et côté mer, avec les interventions coordonnées des douanes, des gendarmes, des policiers, avec la présence d'un drone aérien qui va survoler en permanence le territoire, avec, comme l'avait annoncé le ministre Retailleau en août 2025, des radars qui permettront de scanner la mer. Bien sûr, nous travaillons sur tous ces sujets, et vous l'avez dit, et je le reprends, dans un contexte où le territoire est compliqué, parce que nous avons plus de 650 km de linéaire de côte, si encore c'était un trait, mais non, c'est des îles qui servent de rebond, ça rend le travail plus complexe, mais ça ne fait que motiver notre détermination pour y arriver. Justement, en vidéoprotection, vous avez tenu une réunion, vous avez parlé aux maires, est-ce que vous les avez sentis sensibilisés et déterminés? Écoutez, j'avais fait une première réunion en février avec l'ensemble des maires pour leur dire la violence est insupportable, on ne peut plus rester comme ça, on a besoin de compléter le travail de nos personnels par de la technologie. Je refais une réunion 6 mois après avoir lancé un appel à candidature, et 20 communes sur la totalité du territoire ont postulé en disant on est prêt à nous équiper en vidéo. J'ai donc d'ailleurs été amené à augmenter l'enveloppe que j'avais réservée parce qu'il fallait que je réponde, et c'est très bien. Et merci à la région et au département qui ont accepté aussi d'augmenter leur cofinancement pour apporter une réponse la plus rapide et la plus efficace possible au plus grand nombre de communes. En l'occurrence, on va financer 10 communes pour 174 caméras cette année, mais l'idée c'est de continuer très très vite puisque je rêve qu'en 3 ans, on arrive à équiper toute la Guadeloupe en vidéoprotection. Et pour répondre à votre question très clairement, oui, j'ai senti les maires très motivés. Et ça, c'est super, parce que c'est comme ça qu'on va travailler. Le continuum de sécurité ou le binôme préfet-maire, c'est super important à faire vivre. Et on le fait vivre sur beaucoup de thématiques, en particulier sur celle de la sécurité. Vichère maintenant. Hier, vous avez présenté le bouclier qualité-prix. Est-ce que toutes les grandes enseignes étaient là? Alors, elles n'étaient pas forcément là hier à la signature, mais elles ont toutes participé aux négociations, puisqu'en fait, ce BQP, c'est le résultat d'une négociation entre les services de l'État et les grandes enseignes. Oui, elles ont tous joué le jeu, elles ont bien conscience que la question de la vie chère est une vraie question pour les Guadeloupéens et qu'il faut essayer d'y apporter des réponses. Alors, elles apportent des réponses à leur niveau, en faisant des promotions, en ayant un contrôle des prix, puis il y a une concurrence qui est très forte sur le territoire. Mais elles ont aussi conscience que le rôle de régulation de l'État est là. Et ce BQP, c'est pour réguler ce que les enseignes essayent de faire dans leur guerre commerciale, mais le réguler et l'objectiver. Et c'est les fameux 106 produits à 308 € qui permettent de dire aux Guadeloupéens, d'abord, on travaille, le on étant un on collectif, acteur économique comme service de l'État, on travaille pour éviter que l'inflation pénalise le pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Et on est là pour s'engager collectivement autour de ça. Vous allez rajouter bientôt les magasins de bricolage et puis les magasins de pièces auto. Les services auto. Oui, parce que ça correspond aussi à un besoin des Guadeloupéens. Tout ça, c'est parce que dans cette discussion, il y a un troisième partenaire que je n'ai pas cité, que sont les associations de consommateurs et l'Observatoire des prix, des marges et des revenus qui est composé de consommateurs pour que justement on soit à l'écoute de ce qu'attend la population. Et au-delà des produits alimentaires, la population a aussi des demandes sur les produits liés à l'automobile. On sait que l'automobile ici c'est extrêmement important parce que c'est un moyen de mobilité et donc c'était important d'aller aussi là-dessus. En septembre, vous réunirez les acteurs de l'import et de la distribution. Qu'en attendez-vous en fait? Partager le besoin de travailler ensemble sur ces questions de vie chère. Ça ne peut pas rester un truc théorique, il faut que ça soit illustré par des actions concrètes et il faut que la chaîne, toute la chaîne de commercialisation, de l'importateur jusqu'au distributeur, se sentent mobilisés autour de ça. C'est un sujet qui est rendu compliqué parce que nous sommes un petit territoire, 380 000 habitants, c'est un petit marché. Et donc forcément, il y a les effets d'échelle qui ont du mal à jouer. Et puis nous sommes, deuxièmement, une île, des îles, éloignées de pas mal de centres de production qui sont plutôt en Europe. Et donc il y a forcément des coûts d'approche, des coûts de stockage intermédiaires, enfin plein de coûts intermédiaires
qui s'imposent à notre économie. Mais le Guadeloupéen consommateur, lui, ça ne le regarde pas. Lui, ce qu'il veut, c'est des produits accessibles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à travailler pour trouver un modèle économique qui permette de garantir un niveau de vie, un niveau d'offre de prix qui soit correct dans un contexte complexe. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de se parler régulièrement, parfois d'ailleurs de manière assez virile, parce qu'on a chacun des intérêts différents, mais il faut que le système arrive à être résilient et à proposer une vraie stratégie pour la population. Où en est-on du plan pour la souveraineté alimentaire? Alors, on en est en cours de validation. C'est vrai qu'aujourd'hui, le taux de couverture, c'est-à-dire la part de la production locale dans la consommation guadeloupéenne, il est très mauvaise. On est à peine, enfin, même pas à 30%, on est entre 20 et 30% suivant les produits. C'est pas bon. Alors qu'on a ici un territoire qui a un climat, des terres, qui doivent permettre à une agriculture de se développer et donc d'offrir plus de produits à la population guadeloupéenne. Donc ce plan de souveraineté alimentaire qui est travaillé en ce moment entre le Conseil régional et les services de l'État a vocation à l'échéance 2030 d'arriver à augmenter cette part des produits alimentaires à près de 50% dans le panel de consommation. Ça va demander beaucoup d'énergie parce qu'il va falloir pour ça développer les filières, c'est-à-dire faciliter l'accès au foncier, faire en sorte que des jeunes s'installent, enfin, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui des éléments bloquants. Mais cette ambition, elle est partagée par l'ensemble des acteurs et j'espère qu'on aura la force d'aller jusqu'au bout. Pour avoir de l'agriculture, il faut des agriculteurs. Les agriculteurs sont plutôt âgés sur ce territoire. Inciteriez-vous des jeunes gens à choisir ce métier? Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, nous installons à peu près 20 jeunes par an. Il en faudrait 200 pour renouveler les générations. A fortiori plus, si on veut augmenter notre capacité productive. Donc on voit que la marche est haute. Et faut-il inciter les jeunes à s'installer? Oui. D'ailleurs, j'en rencontre plein de jeunes très ambitieux, qui ont des très beaux projets agricoles. Il faut arriver à augmenter le nombre de jeunes qui veulent s'installer et il faut surtout leur faciliter l'accès au foncier. Et aujourd'hui, c'est un vrai facteur limitant parce qu'on a beaucoup de mal à avoir accès au foncier. Vous avez visité l'usine centrale. Vous y croyez dans un territoire où on produit de moins en moins de fruits et légumes et de moins en moins de viande? Il faut de l'ambition, et de l'ambition en particulier dans ce domaine de souveraineté alimentaire. L'ambition, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'installer des jeunes, donc qu'on les ait formés, qu'on les ait motivés et formés. Il faut qu'ils aient accès à du foncier et il faut qu'il y ait des outils de transformation pour que, au bout du bout, le consommateur guadeloupéen puisse acheter des produits, qu'ils soient bruts ou transformés. Et donc cet outil qui a été inauguré récemment, il est absolument indispensable. Après, est-ce qu'il est bien positionné dans la chaîne de valeur? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par installer des jeunes avant de mettre l'outil de transformation? On pourrait dire, là on peut discuter de manière pendant longtemps. Ce qu'il faut, c'est avoir tout ça. Donc on a maintenant un outil de transformation, il faut qu'il vive, effectivement, et il faut qu'on travaille absolument sur la partie production, c'est-à-dire installation et développement des filières d'élevage, de production maraîchère. Là, on a une grosse marge de progression, d'autant qu'il y a quelques décennies, on savait faire. On produisait des quantités astronomiques de tomates, on produit des melons, on produit plein de produits agricoles, on en produisait plein, ça a tendance à se réduire et il faut inverser cette tendance. Mais j'y crois, le territoire a tous les atouts pour ça. Quand on tient compte de tous les dossiers qu'on a évoqués et qui vous occupent tous les jours, sargasses, crise de l'eau, violence, votre vision de la Guadeloupe finalement presque un an après votre arrivée? C'est un territoire qui a beaucoup d'atouts, mais qui a aussi quelques très grosses difficultés qu'il doit absolument régler s'il veut arriver à sublimer ses atouts. Les atouts, c'est le développement de toute façon, puisque pour un territoire ne vit pas sans développement économique. Moi, je place l'économie au centre de tout. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de travail. Or, le travail, c'est la seule façon de s'émanciper dans la vie. On ne peut pas imaginer une société qui vit sans travail. Et donc, il faut mettre au cœur de nos dispositions, de nos préoccupations, l'économie. Il y a des atouts touristiques, il y a des atouts agricoles, il y a des faiblesses. La petitesse du marché qui rend les sujets plus compliqués pour l'économie, les pressions liées au dérèglement climatique, les dysfonctionnements de l'eau, de l'assainissement, des déchets, de la délinquance qu'il faut absolument arriver à régler.
parce qu'une société ne peut pas vivre dans la douleur, il faut donc régler ces sujets-là, mais c'est ce qui motive l'action publique et ce qui permettra à l'action économique de s'exprimer et donc à la société guadeloupéenne de retrouver de la sérénité. On entend souvent que vous inspire l'expression « l'État colonial ». Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que on dit que l'État est trop présent, c'est l'État colonial, mais en même temps, on reproche à l'État de ne pas être assez présent. L'État, aujourd'hui, ça fait longtemps que ce n'est plus un État colonial, l'État est ici pour accompagner. Accompagner, c'est-à-dire donner de l'argent, des subventions, apporter son ingénierie pour aider à régler les problèmes, et puis faire en sorte que les règles soient respectées, pour faire en sorte que la Guadeloupe soit réellement un territoire de la nation française, et pas un satellite. C'est ça l'enjeu de la présence de l'État. Alors il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on s'investisse très fortement, parce que sinon ça ne bouge pas. Il y a des sujets sur lesquels on ne veut pas s'investir, et parfois on est amené à s'investir, c'est l'exemple de l'eau. Mais l'État, il est là pour simplement accompagner. Moi, l'État colonial, ça ne veut rien dire. Par contre, les sujets qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'État, aujourd'hui, accompagne correctement le territoire? Ce n'est pas à moi d'y répondre, c'est aux Guadeloupéens. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'État accompagne mieux le territoire? On a tendance souvent à dire il faut plus d'argent. Oui, peut-être, je ne sais pas. Il faut moins de règles. Ben, peut-être, je ne sais pas. Mais pourquoi? Moi, mon rôle, me semble-t-il, c'est de garantir à tout le monde qu'ici, en Guadeloupe, les mêmes règles démocratiques s'appliquent que dans n'importe quelle partie du territoire national. Et donc, un de mes jobs, c'est de vérifier que les décisions des collectivités soient conformes à la loi, c'est que les élections se fassent correctement, c'est qu'en termes de sécurité, on ait les mêmes outils que dans le territoire national, et que quand on a des dysfonctionnements atypiques par rapport au territoire national, qu'on y mette plus de moyens. On revient sur la sécurité, on peut revenir sur l'eau. Sur l'eau, il n'y a pas un territoire dans l'Hexagone qui est aidé autant que la Guadeloupe sur le sujet par l'État. Par l'État. Nous, on a mis 180 millions d'euros depuis 4 ans sur l'eau. Dans l'Hexagone, ça n'existe pas, puisque c'est une compétence des collectivités. Donc on voit bien que l'État est présent sur le sujet, même si ça ne suffit pas. Et l'État est présent parce qu'il accompagne. Attention, il accompagne, il n'est pas là pour faire à la place. Donc moi, j'entends souvent cette réflexion d'État colonial, mais c'est très facile, ça ne veut rien dire, ça ne repose sur rien. L'État, les 14 000 fonctionnaires de l'État qui travaillent ici, ils sont mobilisés au quotidien pour accompagner le territoire dans le spectre de leurs compétences. Ça va sur tous les sujets. On n'est pas là pour faire à la place, on n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner et faire en sorte que la Guadeloupe rayonne. Merci. Merci à vous.